travaille pour le Conservatoire du Littoral sur le programme Adapto. Et je suis en charge de 2 sites en Charente-Maritime, le marais de Brouage où on est aujourd'hui et les polders de Mortagne-sur-Gironde. Je suis conservateur de la réserve naturelle nationale de Moise-Oléron. Je travaille pour la Ligue pour la protection des oiseaux. Ce site en réserve naturelle nationale est pour partie propriété du Conservatoire de l'espace littoral. Et nous sommes donc dans un contexte réchauffement climatique, maritimisation, qui nous lie directement avec le programme Adapto du Conservatoire. On est sur la réserve naturelle de Moise-Oléron qui apparaît là sur la carte en strié vert. Sa partie terrestre est sur les terrains du Conservatoire du Littoral qu'on a en violet là, sur la carte. Donc ce site naturel protégé a été donc créé par décret ministériel en 1985. Il est composé d'un polder de presque 320 hectares. Quand on dit polder, ce sont des terres qui ont été prises sur la mer au fil des 2 derniers siècles. Parce que le site de la réserve naturelle a été poldérisé entre 1830 pour les premiers polders à 1950-55 pour les derniers polders. Il est face à une grande vasière maritime qui se trouve au milieu du bassin de Marennes-Oléron, site un petit peu connu de par la production ostréicole. Et ce site est en voie de maritimisation assez rapide en raison d'une brèche qui s'est ouverte dans un premier temps en 2014. Elle a fait l'objet d'un colmatage 2 ans après, puis elle s'est réouverte en 2016, recolmatée et à nouveau ouverte en 2017. Donc elle n'a pas tenu 2 ans au 2e colmatage. Le site de Moise-Marais de Brouage a été sélectionné comme un des 10 sites pilotes du programme Adapto, qui est un programme qui a été initié par le Conservatoire du Littoral en 2015 et qui vise à explorer des solutions d'adaptation des littoraux face au changement climatique en préconisant une gestion souple du trait de côte, c'est-à-dire avec une interface terre-mer où on réaccepte qu'il y ait une certaine mobilité de cette interface. Et en fait, c'est cet espace naturel qui va faire un peu zone tampon et en fonction des variations. Comme l'a dit Philippe, en fait, le site de Brouage a connu donc la tempête Martin en 1999, la tempête Xynthia en 2010. Il y a eu des dégradations à répétition de la digue. Et la solution qui est classiquement apportée aujourd'hui au territoire, qui consiste à refaire une digue et à fixer le trait de côte, elle nécessite énormément d'investissements publics et elle ne paraissait pas très pertinente sur ce site. Et donc c'est comme ça qu'il a été choisi pour mener les réflexions Adapto. La réserve naturelle nationale de Moise-Oléron a été créée pour son potentiel pour l'avifaune, les oiseaux migrateurs, notamment les oiseaux d'eau migrateurs. Le site est devenu, en quelques dizaines d'années, l'un des principaux sites d'hivernage en France pour les limicoles côtiers, parce qu'on est bon an mal an, 1er, 2e, 3e site avec la baie de Mont-Saint-Michel et la baie de l'Aiguillon à cheval sur la Vendée et la Charente-Maritime. Mais qui dit oiseaux d'eau, dit dans les polders une gestion hydraulique adaptée. On aperçoit ici des fossés, des anciens blocs de clairs ostréicoles qui ont été réaménagés, reprofilés pour être favorables aux oiseaux. Ces secteurs-là font l'objet d'une gestion hydraulique quasi hebdomadaire, à savoir il y a des écluses, des bâtards d'eau, des systèmes de busage en PVC pour permettre au flux d'invertébrés, notamment crevettes, mais également des poissons, de pouvoir se déplacer dans les milieux aquatiques et fournir une base d'alimentation importante pour les oiseaux d'eau migrateurs. La maritimisation, la reprise de polders par la mer, annule toute possibilité de gestion hydraulique. Alors, comme nous étions un petit peu des jardiniers de la nature, au départ, ça nous a un petit peu frustrés. On s'est dit, on perd notre outil de travail, comment on va faire pour maintenir l'attractivité du site pour les oiseaux d'eau? Ça va être un peu compliqué. Et en fin de compte, on se rend compte que les entrées marines libres sur un polder sont beaucoup plus bénéfiques pour les chaînes trophiques, et notamment les populations de poissons, qui rentrent dans les polders pour s'y alimenter lors de la marée haute, qui repartent en mer. Progressivement, des systèmes de présalés se mettent en place, c'est-à-dire que les vases nus sont colonisés par des végétaux halophiles pionniers. Et ces présalés sont connus pour avoir une forte valeur
en termes de nurserie et de nourricerie pour les populations de poissons marins. Le bar, par exemple, la plie, vont pouvoir grossir sur ces prés salés-là avant de repartir vivre leur vie marine. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que gestionnaires, on est parti de quelque chose de très maîtrisé et on repart sur des systèmes où la nature fonctionne beaucoup plus librement. Donc on a nous aussi réappris, on s'adapte au quotidien à cette nouvelle gestion qui est beaucoup plus naturelle, entre guillemets. C'est aussi intéressant pour les populations de poissons dits amphihalins, donc des poissons qui ont une vie pour partie en mer, mais qui vont croître en milieu plutôt plus doux. On pense notamment à l'anguille d'Europe. Ces corridors naturels halieutiques permettent aux alevins d'anguille, la pibale, de remonter avec beaucoup plus de facilité que lorsqu'il y a des ouvrages hydrauliques qui sont des barrières mécaniques qui doivent systématiquement être aménagées pour permettre aux alevins de remonter les cours d'eau et repartir vers l'amont. Lorsque la mer passe toute seule, rentre, sort, tout ça se fait naturellement. C'est beaucoup moins coûteux pour la collectivité parce qu'il n'y a plus d'ouvrages à installer. Et il n'y a plus d'ouvrages aussi à maîtriser, à manipuler. Donc c'est du temps de travail en plus pour nous qu'on peut exploiter ailleurs, notamment sur des suivis scientifiques qui permettent de mieux connaître le fonctionnement de cette biodiversité et des chaînes trophiques de la réserve naturelle. L'enjeu majeur ici, en dehors bien sûr de la biodiversité en général, ce sont les populations de limicoles migrateurs. On a en hiver jusqu'à 80-90 000 limicoles qui hivernent autour et dans la réserve naturelle. Donc on est un des principaux sites français, donc notre enjeu, nous, c'est conserver les populations de limicoles. Donc ça, c'est une question qu'on va se poser un peu plus tardivement quand on va arriver à la brèche là-bas. On va visualiser un petit peu le phénomène et on pourra décrire un peu ce qui se passe. Ouais, mais de toute façon, oui, c'est dans les rails que vous vous retrouvez sur le terrain pour aller voir la brèche. Bon, là, vous voyez derrière nous, là, la fameuse brèche. Une brèche qui n'en est plus une maintenant, parce qu'elle est ouverte sur le domaine marin depuis 2018. La mer rentre et sort en fonction du rythme des marées. La digue ici, quand elle a été refaite après Xynthia, colmatée à différents endroits, elle avait une cote de 4,40 m à 4,60 m à peu près. Elle a disparu, cette digue derrière moi. La digue intermédiaire au milieu de la réserve naturelle a son point le plus haut à un niveau de l'ordre de 3,75 m. Et quand on dépasse la réserve naturelle et qu'on arrive aux terres agricoles derrière, on descend à 2 mètres et moins. Donc on voit bien qu'il faut ériger un mur d'Atlantique si on veut protéger les terres immédiates autour de la réserve naturelle. Mais, comme on l'a déjà dit, d'un point de vue économique, ce n'est pas une priorité en l'absence de foncier important, de risques pour les habitants de manière immédiate derrière ce trait de côte. Les habitants sont encore très loin. Il faut peut-être un petit peu remonter dans le temps. Le marais de Brouage se trouve donc dans la province qui s'appelle la Saintonge. Et ici, il y avait ce qu'on appelait le golfe de Saintonge, qui engendrait le marais de Brouage, le marais de Seudre. Et la mer pénétrait très très profondément à l'intérieur des terres, jusqu'à 15 km ici dans le marais de Brouage, à l'aube du XIe siècle. Donc maintenant, on réfléchit sur un recul accepté du trait de côte, c'est-à-dire une modification des usages de sol en amont. Là où il y avait de l'élevage bovin, si la salinité s'installe, ce n'est plus possible. Là où il y avait des céréales, si c'est salinisé, ça n'est plus possible. Donc on va falloir réfléchir à l'avenir de ces terrains-là, qui étaient des terrains terrestres, endigués, qui vont redevenir des terrains maritimes. Alors nous, en tant que réserve naturelle, on est plutôt favorable au laisser-faire. Nous avons un plan de gestion sur la réserve naturelle. C'est une obligation qui nous est demandée par l'État, parce que nous sommes gestionnaires en mission déléguée de service public pour le compte de l'État, de cette biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, mais toutes les espèces qui vivent dans les milieux doux, ils vont disparaître. Que ce soit certains végétaux, que ce soit certains mammifères, des invertébrés, les reptiles, les amphibiens. Tout ça est menacé par le sel, parce que très peu compatible avec des milieux salés. Mais si on laisse la géomorphologie côtière s'exprimer le plus naturellement possible, potentiellement, des nouveaux cordons ondulaires vont se déplacer, se bloquer à des endroits où le sol va leur permettre de s'accrocher. Et en amont de ces cordons,
des milieux plus somates, plus doux, peuvent se maintenir. Et les espèces, si les phénomènes ne sont pas trop rapides dans le temps, ont une capacité de résilience et de glissement progressif vers l'amont, et pour coloniser des nouvelles zones qui se trouveraient créées par ce laisser-faire. La LPO, en tant que gestionnaire de l'espace naturel, a maintenant une mission qui est un petit peu compliquée, parce que comme ce phénomène de recul des terres face à l'intrusion marine et à une recomposition du trait côtier qui va se replacer, se reformer plus en amont, notre question à nous, c'est, avant qu'on ait les certitudes de pouvoir avoir une maîtrise foncière en amont permettant au milieu naturel de se recomposer, et donc aux espèces d'accompagner ce glissement vers l'amont, on est dans un instant où on n'a pas de réponse à la question. Imaginez qu'une digue soit décidée juste derrière la limite de la réserve naturelle actuelle. Ça veut dire que 70% des espèces végétales et animales qui composent la biodiversité du site terrestre de la réserve naturelle va disparaître. Parce que derrière, c'est tout de suite des terres agricoles ou des marais qui n'ont pas de statut de protection, qui ne présentent pas toujours des caractéristiques d'habitat favorables à ces espèces. Pour les canards, par exemple, les canards de surface, nous avions ici derrière une grande lagune d'eau douce à Somates qui était alimentée par les pluies hivernales. Cette zone servait de remise en journée pour les canards. Les canards ont la particularité d'aller s'alimenter de nuit sur des vastes surfaces de marais, jusqu'à 25 km de leur remise diurne. Ils reviennent en journée sur des zones très sécurisées, sans chasse, où ils peuvent réaliser des activités de confort, toilettes, s'abreuver et dormir, avec le maximum de sécurité. Quand cette lagune a disparu du fait qu'elle a été maritimisée, l'eau est devenue salée, les hauteurs d'eau se mettaient à varier tous les 15 jours lors des pleines mers de Vives-Eaux, vous pouvez monter à 1,20 m d'eau, donc avoir un système aussi de clapot qui se met en place avec un effet de houle, qui provoque un effet de lutte du canard contre cet effet de houle. Donc les conditions physiologiques sont altérées en termes d'économie, en termes d'énergie dépensée. Un oiseau qui se bat contre une lame d'eau pour pouvoir rester à niveau, il dépense de l'énergie, donc il y a une perte de rendement entre le moment où il va manger et le moment où il se repose. Et actuellement, dans le marais de brouage, aucune autre zone importante de plan d'eau, un plan d'eau de 30, 40, 50 hectares d'un seul tenant, ne peut remplir et ne peut se substituer à celle qui existait ici. Donc pour les canards de surface, on voit déjà, nous, depuis une dizaine d'années, une diminution de certaines espèces en termes d'effectifs. Pour ce qui est des limicoles côtiers, les barges, les courlis, les bécassos, qui s'alimentent eux essentiellement sur la vasière maritime à marée basse, que ce soit de jour ou de nuit, ils viennent se reposer sur des milieux lagunaires, là aussi, si possible, protégés de l'effet de clapot et de houle, parce que c'est plus intéressant d'un point de vue énergétique, mais avec des fines lames d'eau. C'est-à-dire les plus petits, les bécassos, ils aiment bien 2 à 3 cm d'eau. Les plus grands, les courlis, ça peut aller jusqu'à une dizaine, douzaine de centimètres d'eau sur la zone de reposoir. À partir du moment où les niveaux montent lors des pleines mers de Vives-Eaux, quand il y a 1 mètre d'eau, il n'y a plus de possibilité de se reposoir. Donc ça veut dire que les oiseaux sont obligés de passer la marée ailleurs, plus loin, sur des zones non protégées, plus risquées en période d'ouverture de la chasse, par exemple, et dérangés par des activités de promenade, balnéaires, professionnelles. Donc là, pareil, un oiseau migrateur, c'est un peu comme un marathonien. Le gars qui va courir un marathon, s'il n'a pas mangé des pâtes pendant 15 jours avant, et bien reposé, au bout de 10 km, 20 km, il va s'écrouler, il s'arrête. Alors les oiseaux sont réputés être faits pour voler. En l'occurrence, ils volent simplement pour se déplacer d'un point A au point B, pour aller s'alimenter ou pour rejoindre une zone de reproduction, une zone d'hivernage, une zone de halte migratoire. Mais les temps de repos sont fondamentaux. Et voler, c'est vraiment qu'un outil. On ne vole pas pour s'amuser. Donc si les distances entre les zones d'alimentation et les zones de repos deviennent trop grandes, l'équilibre de la balance énergétique journalière est rompu et la zone est soit désertée, et ça a des effets bien plus pervers, ça influe sur le taux de survie des individus. Donc si vous êtes sur des secteurs très dérangés, où la sécurité n'est plus remplie, votre population va décroître avec le temps. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas pour les limicoles, parce que les milieux de substitution existent encore un petit peu dans la réserve naturelle pour avoir des reposoirs fiables.
Mais ici, la maritimisation, par exemple, quand on regarde derrière, pour l'instant, on voit bien qu'il y a encore des nappes de vases nus et de petites lagunes avec une fine lame d'eau favorable au reposoir. Mais les apports des sédiments au rythme de toutes les marées qui rentrent dans le polder font que le niveau de sol réaugmente tout doucement. Et arrivé à un moment, vous avez des végétaux pionniers, alors là, ce n'est pas la saison, comme ceux-ci, ce sont des salicornes ou des spartines qui commencent à s'installer et qui vont former ce qu'on appelle un présalé. Donc c'est une zone de végétation qui supporte le balancement des marées lors des 2 cycles de pleine mer de vives eaux au cours d'un mois. Malheureusement, quand la surface est totalement occupée par un présalé, les possibilités de reposoir disparaissent quasi totalement pour les limicoles. Ils ont horreur de se poser les pieds dans l'herbe. Donc on est dans ces séries de questions, que faire pour la biodiversité dans un avenir restreint, alors qu'on peut la scénariser sur le long terme en faisant des propositions de recul de la réserve naturelle, avec un statut juridique fort, en s'appuyant sur une maîtrise foncière qui, ici, en zone littorale, est très souvent menée par le Conservatoire de l'espace littoral. Ça, c'est des scénarios possibles. Ces entrées d'eau, on les a remodélisées en projetant à l'état à 2030, avec une élévation du niveau de la mer de 18 cm, et puis en 2050 avec une élévation de la mer de 36 cm. Et ça permet de savoir donc les terrains, à quelle fréquence vont-ils être inondés et par quelle hauteur d'eau. Une fois qu'on a eu ces résultats-là, on a donné ces données ici localement à la LPO, vu que c'était le gestionnaire de la réserve, et qui a essayé de prévoir, à partir de ces fréquences de submersion et des hauteurs d'eau, comment les habitats naturels pourraient évoluer dans le temps. Et enfin, la dernière couche de ce travail, ça a été de donner toutes ces informations à une paysagiste du coup, de l'école de Versailles de paysage, et qui a essayé de dire, en fonction de ces habitats naturels, comment le paysage, lui, pourrait évoluer. Et toujours avec aussi cette vision d'opportunité pour le territoire, en disant éveil des sens, de nouveaux itinéraires qui soient plus intéressants, et voilà. Du coup, par rapport à tout à l'heure, on était au niveau de la brèche, on peut l'apercevoir ici. Donc c'est un des seuls points hauts aussi qu'on a sur la réserve qui nous permettent d'avoir un peu une vue globale. Du coup, dans le cadre du programme Adapto, on met en place des points d'observatoire photo pour voir l'évolution du paysage et des milieux. Donc ici, ça sera un des points d'observatoire au niveau de donc, vue sur la brèche et sur la réserve pour voir comment justement les terrains vont se maritimiser dans le temps. Pour conclure, moi, ce qui me paraissait important de dire, c'est que dans le cadre du programme Adapto, finalement, on a essayé de commencer à anticiper ces changements pour construire une stratégie de long terme et pour ne pas être en train de les subir, en fait, finalement, en n'ayant pas anticipé, en n'ayant pas réfléchi. Donc l'idée, c'était de faire un maximum de scénarios, faire même des scénarios qui pouvaient paraître incongrus au départ, et finalement que du coup ça fasse avancer les réflexions du territoire sur le changement climatique. Du coup, le fait par exemple d'avoir commencé à réfléchir, à se permettre de se dire on pourrait réellement mettre une interface terre-mer qui soit plus grande et avec un recul du trait de côte jusqu'au niveau de la route Détroit permet de complètement réenvisager cet espace. Et finalement le croisement de l'ensemble de nos scénarios et de faire de la prospective paysagère nous permet aussi d'envisager ces changements comme un potentiel d'avenir pour le territoire. Alors ça va demander une réorganisation, c'est sûr. Et maintenant, c'est surtout aux collectivités locales aussi de se réemparer de ces sujets. Et elles sont en train de prendre la suite avec le grand projet du marais de Brouage et aussi dans le cadre du papier d'intention. À nous, en tant que gestionnaires de la biodiversité, on se doit de s'adapter. On n'a pas le choix. Donc on va, entre guillemets, suivre le mouvement. Mais pas d'un point de vue péjoratif, on va suivre le mouvement de la mer. C'est-à-dire la profondeur qu'elle va donner au territoire, où le trait de côte va se recomposer, et quels vont être les habitats qui vont se réinstaller ou évoluer en amont et en aval de ce trait de côte. Et en fonction de cela, notre gestion s'adaptera, se calera à la nouvelle donne, aux nouvelles réalités de fonctionnement écologique de ce secteur. On sait très bien qu'il y a des espèces qu'on va perdre,
pour leur grande majorité, elles sont quand même présentes en amont dans le marais de brouage et donc ont encore des territoires de vie. Pour quelques espèces très localisées, dont le site protégé est l'une des stations importantes pour leur conservation, on pense à un petit crapaud qui s'appelle le Pélobate cutripède. C'est un crapaud qui vit dans les milieux sableux avec des petites mares douces à faiblement somates pour s'y reproduire. Donc pour ce crapaud-là, on peut aller jusqu'à le piégeage, la délocalisation totale de la population pour la déplacer sur des secteurs qui seraient favorables en amont ou ailleurs sur le littoral atlantique français. Alors, on espère bien sûr ne pas arriver là, mais si les taux de sel sont trop importants, l'espèce ne pourra pas survivre. Et là, la conservation peut passer par un déplacement de population. Donc ça peut aller jusque-là. Mais en règle générale, on va faire notre possible pour adapter notre gestion au changement d'habitat et en fonction de la rapidité de l'évolution foncière, de la maîtrise foncière des terres en amont, on sera en capacité de répondre présent et de rester un gestionnaire actif en faveur de la biodiversité. Alors après, pour rejoindre un peu ce que disait Paloma, le marais de brouage a une profondeur de plus de 10 km à partir du trait côtier. Et d'autres réserves peuvent être créées en amont avec d'autres partenaires de gestion, que ce soit des ONG de protection de la nature, des conservatoires régionaux d'espaces naturels, voire même les chasseurs qui pourraient avoir la capacité de gérer, et plus récemment l'Office français de la biodiversité. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent possiblement repenser un peu ce territoire-là également en termes de fonctionnalité pour la biodiversité.